Salam alaikum, shalom alechem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 39e épisode du podcast Fin les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, je suis écrivaine, rentière dans l'immobilier, éco-responsable et passionnée, et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière, notamment financière et personnelle, notamment celle des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois sensible et essentiel, les pires conseils donnés aux personnes handicapées en matière d'argent. Parce que être en situation de handicap ne devrait jamais signifier renoncer à sa dignité ni à son autonomie financière. Pourtant, et hélas, de nombreux conseils circulent encore, très souvent donnés par des personnes qui ne connaissent ni les réalités ni les besoins réels des personnes concernées. Et ces personnes, non seulement très souvent ne les connaissent pas, mais elles ne s'y intéressent pas vraiment. Elles ont juste des idées préconçues qu'elles étalent comme on étale son savoir. Ce 39e épisode fait partie de notre série très importante Handicap et indépendance financière. Dans le précédent épisode, rappelez-vous, nous avons parlé du coût réel du handicap en France et aujourd'hui, nous allons déconstruire des idées à la fois fausses et dangereuses. Cet épisode se compose de 4 parties. Alors, partie 1, pourquoi les mauvais conseils circulent-ils? Partie 2, les pires conseils en matière d'argent quand on est handicapé, quand on est en situation de handicap. Partie 3, comment s'en protéger et se construire une vraie stratégie financière. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Alors, comme d'habitude, je t'invite à prendre de quoi noter. Tu verras, cet épisode est riche d'enseignements. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi tout de suite et partage tout de suite aussi cet épisode avec une femme de ton entourage concernée de près ou de loin par le handicap. Installe-toi confortablement et c'est parti. Partie 1. Pourquoi les mauvais conseils circulent-ils? Je trouve que commencer par là, commencer par répondre à cette question peut complètement changer la donne. Comprendre pourquoi est-ce qu'on conseille si mal les personnes handicapées concernant l'argent est la base pour bien avancer. Souvent, les conseils qui sont donnés aux personnes en situation de handicap proviennent de proches, de travailleurs sociaux ou même de professionnels qui ne connaissent pas ou ne s'intéressent pas à la dimension financière de la vie avec un handicap. Ces conseils sont souvent teintés de paternalisme, d'idées préconçues ou d'incompréhension. On présume que la personne n'est pas en mesure de gérer elle-même son argent. De ce fait, on lui parle comme si elle n'était pas concernée. C'est presque une façon de lui demander où est son tuteur légal, où est la personne qui s'occupe de ton argent, s'il te plaît. C'est comme lui poser cette question. On pense qu'avec la hache ou les aides, il est inutile de chercher à s'en sortir autrement qu'avec. Parce que dans l'inconscient collectif, une personne en situation de handicap n'a pas besoin d'argent. Les gens sont généralement persuadés que tout est pris en charge par l'État, via la sécurité sociale, la CAF, la GFIP. Mais en réalité, selon l'AFP, France Handicap, le surcoût lié au handicap varie de 500 euros à 1900 euros par mois, selon la nature et la gravité du handicap. On imagine que le handicap justifie une vie résignée financièrement. C'est comme une façon de dire: oh, mais toi, tu es handicapé, tu es pauvre, c'est normal. On ne veut pas que la personne en situation de handicap s'en sorte financièrement. Et là, je sais que j'aborde un énorme tabou. Mais c'est la réalité. On ne veut pas qu'une personne handicapée s'en sorte financièrement. Il faut comprendre qu'une femme, handicapée ou non, qui s'en sort financièrement, est aux commandes de son argent. Elle l'utilise donc comme elle veut. Elle fréquente les lieux qu'elle veut, qui lui conviennent. Mais il y a des personnes qui préféreraient que certains lieux restent fermés à une certaine catégorie de la population. Clairement, les personnes en situation de handicap en font partie. Ces gens ne sont pas racistes, non, non, ils portent un autre nom, ils sont validistes.
Pour en avoir souvent fait les frais, de ce validisme, hein, je peux vous assurer qu'il n'y a que dans le luxe, dans le monde du luxe, donc magasin de luxe, hôtel 4 étoiles, plus restaurant étoilé, palace, et cetera, qu'on considère chaque personne comme un être humain à part entière. Et ça, c'est parce que le personnel formé au monde du luxe acquiert des compétences psychologiques nécessaires au bon accueil et au service de chacun de ses clients. Passons maintenant à la seconde partie de cet épisode. Partie 2, les pires conseils entendus en matière d'argent. Là, nous entrons dans le vif du sujet. Voici une liste de conseils qu'on entend malheureusement trop souvent. Petit 1, ne déclare pas tes revenus, tu risques de perdre tes aides. C'est probablement l'un des plus fréquents et des plus destructeurs. Il alimente la peur de travailler ou de se lancer dans une activité génératrice de revenus. Résultat, beaucoup de femmes handicapées se censurent, restent sans activité ou refoulent leurs ambitions par crainte de tout perdre. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le cumul entre aide et revenus est souvent possible, notamment avec l'AAH et les dispositifs de la CAF ou de la MDPH. Il y a des plafonds, oui, mais il y a aussi des périodes de cumul sans impact, pardon, ou des dispositifs de retour à l'emploi progressif. Exemple, une personne touchant l'AAH peut cumuler son allocation avec des revenus professionnels, avec un salaire par exemple, pendant 3 mois sans que cela n'affecte le montant perçu selon les règles de la CAF. La CAF réajustera le montant de l'AAH si besoin. Le vrai conseil, c'est renseigne-toi auprès d'un conseiller de la MDPH, d'un assistant social ou d'un site officiel avant de croire les on-dit. Petit 2, avec ton handicap, tu devrais te contenter des aides. Ce conseil sous-entend qu'une personne en situation de handicap ne devrait pas chercher à évoluer, à entreprendre ou à viser l'indépendance financière. C'est comme si on devait se satisfaire du strict minimum, rester sage, rester dans son coin, ne pas déranger et ne rien attendre de plus que ce qu'on en a déjà. Résultat, on bride les ambitions. On freine la prise d'initiative, on entretient l'idée que ce n'est pas pour nous. Le vrai message devrait être: chaque personne a le droit de rêver, de se former, d'entreprendre, d'investir, même avec un handicap. Petit 3, ce n'est pas la peine d'épargner, tu ne pourras jamais mettre assez de côté. Ce conseil est non seulement faux, mais extrêmement démotivant. Épargner, et vous le savez maintenant puisqu'on en est quand même au 39e épisode de ce podcast Fini les dettes, épargner ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de montant, pardon, c'est une question d'habitude et de régularité. Même 5 ou 10 euros par mois peuvent faire une différence sur le long terme. Refuser d'épargner sous prétexte qu'on ne peut pas épargner beaucoup, c'est comme refuser de marcher sous prétexte qu'on ne peut pas courir un marathon. Selon une enquête YouGov de 2023, plus de 50% des Français ont moins de 500 euros d'épargne disponible. Donc, commencer petit, c'est déjà bien plus que beaucoup d'autres. Petit 4, tu devrais demander de l'aide à ta famille. Sous-entendu, tu n'es pas capable toute seule. Tu devrais dépendre des autres. Ce conseil peut être douloureux, destructeur même, surtout quand la famille ne comprend pas la situation ou culpabilise au lieu d'aider sainement. L'autonomie, ce n'est pas forcément tout faire sans personne. L'autonomie, c'est avoir les outils pour décider, pour gérer soi-même et ne pas subir. Petit 5, oh, l'immobilier, c'est trop compliqué pour toi. Faux. Archi faux. Ce conseil décourage énormément de personnes handicapées de se lancer dans l'investissement locatif ou l'achat de leur résidence principale sous prétexte que c'est trop lourd, trop risqué ou trop technique. En fait, c'est comme être une femme handicapée, c'est comme avoir une double peine. Déjà, tu es femme, en plus, tu es handicapée, donc ça c'est moins faire qu'une femme tout court. Avec la bonne information, l'immobilier est un levier puissant de sécurité financière, même pour des personnes à faible revenu ou en situation de handicap. C'est d'ailleurs un sujet pardon, que nous avons abordé dans l'épisode numéro 25 de ce podcast et que nous aborderons de nouveau dans cette série. Pour rappel, hein, je suis moi-même propriétaire sans la banque
d'un terrain constructible. L'objectif est d'y créer des logements éco-responsables et de les mettre en location courte durée. Je fais tout cela avec mes faibles revenus que constitue l'AH. Petit 6, tu n'as pas besoin de te former, les aides sont faites pour toi. Ce conseil est terriblement réducteur. Se former, ce n'est pas faire comme les autres, entre guillemets. C'est se donner les moyens de comprendre, de gérer, de progresser. Beaucoup de femmes en situation de handicap se sont formées à distance, sur leur temps libre, en ligne, grâce à des formats flexibles, des contenus adaptés et parfois même des aides, des financements spécifiques comme le CPF, que tout le monde connaît, ou le Fonds Handicap et Société. Et puisqu'on parle de formation, mesdames, j'ai envie de partager avec vous une anecdote qui, j'en suis certaine, peut vous éviter de perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Je me suis beaucoup formée en ligne, vous le savez, je vous en ai déjà beaucoup parlé, et j'ai été formée par des personnes qui ne soupçonnent même pas qu'une femme en situation de handicap puisse acheter leur formation. Résultat, elles n'avaient pas de conseils adaptés à ma situation. Les conseils, les outils, les cas pratiques proposés dans ces formations ne concernent que les personnes valides. C'est assez hallucinant à dire, mais la formation en ligne est aussi un secteur fermé aux personnes handicapées. Je me souviens que lors du dernier accompagnement que j'ai acheté pour développer plus rapidement mon parc immobilier, c'est quand je faisais de la sous-location légale, hein, donc j'avais un appartement en sous-location légale et je voulais apprendre à me développer plus vite. J'étais persuadée qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Et donc, dans cet accompagnement-là, deux choses m'ont profondément choquée. La première, c'est qu'il n'y avait aucune vraie stratégie financière pour acheter un bien immobilier et développer son parc immobilier rapidement. On nous disait, tu prends un bien immobilier, donc tu signes ton premier bien, ensuite, tu ensuite tu signes ton deuxième bien, ensuite tu signes ton troisième bien et on nous disait pas profondément comment faire et honnêtement, là-dessus, j'étais très en avance sur les coachs et c'est normal, c'est moi qui ai écrit «Fini les dettes» et pas elle, donc c'est moi qui savais comment faire techniquement. Je me souviens que j'ai expliqué certaines choses comme c'est avec les loyers de que tu ne vas pas dépenser parce que tu ne vas pas te payer, parce que tu ne vas pas aller en vacances avec les loyers encaissés, avec ce qui te reste des loyers encaissés que tu vas pouvoir louer le prochain et que plus tu auras de biens et plus ça ira vite. Bref, la deuxième chose qui m'a profondément choquée, c'est certainement la plus importante dans cet épisode, c'est que l'une des coachs m'a laissé entendre que je me laissais abattre facilement, que je n'étais pas assez combative. Et là, je me suis demandé, mais est-ce qu'elle sait qu'elle parle à une femme handicapée moteur? Et je me suis posé vraiment la question. De son point de vue, je n'avançais pas assez. J'aurais pu faire mieux. Mais vraiment, je vous le dis, je me suis posé vraiment la question. Je l'ai écouté hein, me descendre hein, clairement, me dire, ouais, Lucas, quand même, t'exagères. Je me suis dit: «Mais elle sait à qui elle parle, elle sait que je suis, pas juste maman de 3 enfants, je suis aussi handicapée moteur» et la réponse a jailli: «Non, elle n'était pas au courant». De manière générale et pour en avoir discuté avec d'anciennes élèves de cette formation immobilière, mais aussi d'anciennes élèves d'autres formations, les coachs jouent les cartes de la peur et de la culpabilité. Leur objectif, c'est que vous ayez ce pourquoi vous avez acheté la formation et si ce n'est pas le cas, si vous n'atteignez pas cet objectif-là, leur pédagogie, leurs outils de transmission de l'information, tout ça, ça ne doit jamais être remis en cause parce que chaque élève est la vitrine de la formation et si tout ne se passe pas comme prévu, eh bien, on dira que c'est la faute de l'élève, sans vraiment chercher à savoir ce qui se passe, à savoir ce qu'elle traverse, à savoir si son état de santé est bon, moyen ou mauvais. Vraiment, et j'insiste dessus, hein, l'objectif de ces formations en ligne, c'est d'encaisser, encaisser, encaisser. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité. Quand tu cherches que à encaisser, 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 tu vas devenir pragmatique et tu vas te dire, bah moi je cherche tel type de, tu vas te définir ton profil client. Moi je cherche des femmes qui veulent gagner de l'argent grâce à l'immobilier, d'accord? En passant là pour le coup par la LCD, par la sous-location légale. Et donc tu vas pas poser de questions profonde. Tu vas jamais parler de la santé de la personne. C'est même pas je pense que c'est une non-question dans la formation en ligne. C'est une non-question. Je me demande même si ces personnes connaissent des personnes handicapées. Je me demande même si elles s'intéressent
Si elles en connaissent, si elles s'intéressent à leur vie. Pour ma part, j'ai quitté l'accompagnement et j'ai décidé de ne plus jamais me former en ligne. Et quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, j'ai acheté mon premier bien immobilier. J'y suis allée à mon rythme, en respectant ma santé et mon intégrité. Petit 7, tu dois forcément tout déclarer à ton banquier. Certaines personnes handicapées se sentent surveillées ou craignent d'être pistées par les banques ou les institutions. En réalité, la transparence est importante, mais elle a des limites. Tu n'as pas à justifier chaque centime de tes dépenses personnelles. Tu peux avoir des comptes séparés, une gestion autonome et même mettre de l'argent de côté pour toi toute seule. D'ailleurs, sur le site de la CAF, de la Sécurité sociale et des autres aides, des institutions qui versent des aides, allocations et pensions, on trouve la liste des revenus à déclarer, ainsi que la liste des revenus à ne pas déclarer. Mon conseil est le suivant. Informe-toi auprès des sources qui versent tes revenus. Tu dois savoir ce que tu dois déclarer et ne pas déclarer. Et tu dois aussi connaître tes droits pour les faire respecter si besoin. Petit 8, mais pourquoi tu veux travailler? T'as pas assez avec la hache? T'as pas assez d'argent avec la hache? Cette phrase est profondément méprisante et insultante. Elle suppose qu'une personne handicapée doit se contenter de ce que l'État lui donne, sans ambition, sans rêve, sans projet. Elle suppose aussi qu'une personne handicapée qui veut travailler veut gagner plus d'argent et donc qu'elle est vénale. Mais travailler, ce n'est pas juste une question d'argent. Ce n'est pas juste une histoire d'argent. C'est aussi une question d'utilité, de sens, de reconnaissance, d'accomplissement personnel. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il est parfaitement possible de concilier emploi, handicap et équilibre de vie, comme nous le verrons dans un prochain épisode. Petit 9, tu devrais laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ton argent. Là, je vais être claire, ça, ce n'est pas un conseil, c'est une prise de pouvoir. Quand une femme, en situation de handicap ou non d'ailleurs, apprend à bien gérer son argent, elle est aux commandes de ses finances et donc aux commandes de sa vie. D'accord? Elle détient sa souveraineté financière. Alors, une personne qui te conseille de déléguer la gestion de ton argent, c'est une personne qui souhaite contrôler tes finances, qui souhaite contrôler ton argent, qui souhaite savoir ce qui se passe avec et qui souhaite ton argent. Je te conseille de te méfier de ce genre de personnes et d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'argent. Je sais que ça peut faire peur, ça peut sembler énorme et que tu peux croire qu'il y a trop de choses à apprendre, à savoir et à mettre en place. Mais c'est pour ça que j'ai créé ce podcast gratuit, ce podcast Fini les dettes. Je l'ai créé pour vulgariser les finances personnelles et que chaque femme ait accès librement à chaque épisode. Mon livre Fini les dettes, lui, va plus loin et te permet d'être encore plus dans le concret, notamment grâce aux nombreuses fiches budget mensuelles et autres offertes avec le livre. Je le répète, une personne qui te dit de déléguer ton argent, tes finances, veut ton argent. De plus, face à tous ces mauvais conseils, vous pouvez mettre certaines choses en place et on va voir ça tout de suite. Dans la partie 3, comment s'en protéger et se construire une stratégie financière. Voici quelques principes pour rétablir l'autorité sur ton argent. Petit 1, identifier les croyances limitantes qui t'ont été transmises. Ça peut être les fameux conseils qu'on vient de voir ou peut-être d'autres choses. Note-les et analyse-les. Petit 2, entoure-toi de personnes qui croient en autonomie, pas de celles qui veulent t'infantiliser. Petit 3, forme-toi. Écoute ce podcast, lis des livres pratiques, oui, comme Fini les dettes, assiste à des ateliers. Petit 4, définis des objectifs clairs. Épargner pour un projet, gagner un revenu complémentaire, etc. Il n'y a pas de honte à avoir. Tu dois définir ton projet et ensuite tu verras comment l'atteindre. Ton objectif, pardon, et ensuite tu verras comment l'atteindre. Petit 5, fais-toi accompagner par des professionnels bienveillants et compétents. Il faut qu'ils aient ces deux capacités. Il faut qu'ils soient bienveillants et compétents. Conseiller bancaire, coach spécialisé, assistante sociale à l'écoute, etc. Petit 6, pose-toi. Pose-moi, pardon. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. J'y répondrai lors d'une prochaine masterclass spécifiquement dédiée aux finances quand on est une personne handicapée.
Passons maintenant à la dernière partie de cet épisode, partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Cet épisode a été riche d'enseignements. Je sais que ça peut être intense, donc voici ce qu'il faut retenir de ce 39e épisode du podcast Fini les dettes. De nombreux conseils donnés aux personnes en situation de handicap sont fondés sur des préjugés et de l'ignorance. Ces conseils renforcent la dépendance financière au lieu de soutenir l'émancipation. Il est possible de reprendre le contrôle même avec peu de moyens, même avec un handicap. L'indépendance financière commence toujours par un changement de regard. Passons maintenant au défi de la semaine. Le défi de la semaine est le suivant. Fais la liste des conseils sur l'argent qu'on t'a donné et demande-toi, pose-toi cette question. Est-ce que ce conseil m'a aidé à devenir plus libre ou plus dépendante? Tu peux aussi partager ce ou ces conseils en commentaire pour qu'on en discute. Je te l'ai dit, hein, je prépare une masterclass spécialisée, dédiée aux finances quand on a une personne handicapée. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons notre série Handicap et indépendance financière avec un sujet important, se construire une indépendance financière quand on a un handicap. Vous le savez, je sais que c'est possible et je vous expliquerai tout ça dans le 40e épisode de Fini les dettes. Nous nous retrouvons donc mardi prochain, ici même à 14h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!